Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous d'information sur Bénin Business 24. Les grossesses en milieu scolaire, un frein à l'épanouissement de la jeune fille. Le phénomène affecte la croissance économique au Bénin. Son éradication réside dans la prévention, s'accorde à reconnaître les acteurs. Ils sont désormais nombreux à fuir les pesticides au profit de méthodes culturelles respectueuses de l'environnement. Face à l'augmentation de la demande en produits bio, l'heure est à une réadaptation dans le monde des paysans. Et puis le Togo s'ajoute désormais à la liste des pays dans lesquels des essais cliniques sont effectués dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 4 médicaments sont en train d'être testés sur des échantillons de patients ciblés. Bienvenue dans ce journal. Elle constitue une entrave à la scolarisation des filles et est source parfois de plusieurs autres torts causés à celles-ci. Il s'agit des grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure. Le reportage à suivre aborde la question de la prévention des grossesses en milieu scolaire. Suivez. 3000 cas de grossesse en milieu scolaire dénombrés sur l'ensemble du territoire national courant l'année scolaire 2016-2017. C'est le plus fort taux jamais atteint au Bénin. 3 années scolaires sont passées. Le phénomène régresse certes, mais est toujours présent. Ici, au CEG Bégamé, à Cotonou, à peine la rentrée scolaire 2020-2021 a démarré qu'un cas est déjà signalé. C'est les parents qui viennent nous informer. Et une fille de 5e, elle passe en 5e, elle a déjà 17 ans. Donc elle est engrossée par un apprenti électricien qui a 19 ans. Et c'est toujours comme ça. Les grossesses en milieu scolaire sont la conséquence d'une forte activité sexuelle précoce, au dit du spécialiste. Pour les jeunes entre 15 et 19 ans, la prévalence est de 37% déjà qui vont au sexe. Donc quand il y a une forte activité sexuelle chez les jeunes et qu'on ne trouve pas le moyen de canaliser ou le moyen d'accompagner les jeunes dans cette activité sexuelle-là, je pense que c'est ça qui entraîne le fort taux de grossesse. Ça dépend de sa condition de vie, de comment elle vit et de ses amis. Si la jeune fille est bien éduquée à la maison, elle ne peut pas faire l'acte sexuel précocement. Les principales causes d'une sexualité précoce sont ainsi identifiées. La pauvreté, la mauvaise fréquentation et les failles dans l'éducation. École, parents, société, les responsabilités sont partagées. Les parents doivent communiquer au quotidien avec les enfants, même susciter la communication, susciter le dialogue parents-enfants, connaître leurs besoins, essayer de satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, il y a les médias, il y a la télé, il y a tout. L'enfant peut avoir son portable, il va télécharger des bêtises, tout ça là, on ne peut pas contrôler. Les conséquences sont celles qu'on voit à la dépédition scolaire. Aujourd'hui, il y a une pluralité de femelles. Depuis quelques années, les activités de sensibilisation pour éradiquer le mal se sont multipliées. Dans les établissements, les apprenants sont conscients des enjeux. Si tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas te créer des conséquences et aller attraper une grossesse. On ne peut pas faire des rapports sexuels sur les bancs. Okay. Et au cas où vous en faites? Il faut se protéger. Il est préférable que tout un chacun de nous soit patient, s'abstienne face à certaines choses. Ce message rejoint celui véhiculé par cet enseignant dans son rôle d'éducateur. Il n'y a pas de mauvaises filles sans mauvais garçons. Oui, je nous invite et je vous invite, vous jeunes, à vous abstenir de ces activités et de vous occuper de votre travail car l'avenir, ça réserve beaucoup de surprises agréables pour vous. Merci. Chaque acteur conscient de son rôle, mieux, la lutte contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire portera des fruits. Les produits agricoles vendus dans nos marchés proviennent des champs. Et pour accroître le rendement et lutter contre les organismes nuisibles qui envahissent les champs, les pesticides sont utilisés dans les champs. Mais le contexte change et la demande bio devient forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Ils adoptent de plus en plus de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aniambossou. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins,
voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation des pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. Parlons santé à présent. La leucémie est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. L'accès à un bon diagnostic existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue au Centre national hospitalier et universitaire CNHU, parle du diagnostic et du traitement de la leucémie aiguë. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes, ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider
à pouvoir vaincre ce cancer-là. D'une maladie à une autre, je l'annonçais, en titre au Togo, les essais cliniques sur le Covid-19 annoncés par l'Université de Lomé ont effectivement démarré. 4 médicaments sont évalués pour s'assurer de leur efficacité dans le traitement contre le nouveau coronavirus. Reportage. Les essais cliniques sur les humains à partir des phytomédicaments rentrent dans leur phase active. Annoncé depuis le 15 septembre dernier par la commission ad hoc de l'Université de Lomé contre la Covid-19, ces essais suivent une démarche donnée. L'étape administrative bouclée, place au traitement des patients retenus. Ils sont 250 personnes âgées d'au moins 18 ans à se soumettre à ce processus pour 4 médicaments évalués. L'essai thérapeutique consiste donc à ce que nous appelons randomiser les patients, à donner le traitement aux patients par un tirage au sort, et nous avons au total 4 phytomédicaments qui sont issus des tradithérapeutes et puis un médicament qui est le médicament de référence qui est à base d'hydroxychloroquine, azithromycine, qui est le traitement actuellement utilisé dans le traitement de la Covid-19. Et donc l'idée maintenant c'est de recruter au total 250 patients, 50 dans chaque bras, et puis nous allons suivre ces patients pendant une certaine période de temps, au minimum pendant 15 jours, et puis voir si, après 8 jours de traitement, quelle est la proportion de patients qui seront guéris ou bien qui auront une charge virale non détectable. L'essai démarrera le lundi, puisque pendant tout le temps, nous étions dans la phase de préparation de l'essai, qui a consisté d'abord à élaborer un cahier d'observation, qui a consisté à former les acteurs. Nous avons terminé la formation des acteurs cette semaine. Ils étaient plus de 22 acteurs cliniciens et 9 biologistes qui ont été formés, qui participeront à l'essai. Nous avons réceptionné les cahiers d'observation. Nous sommes partis également sur le terrain pour faire une visite de terrain, pour faire les derniers ajustements. Donc lundi, plus théoriquement lundi, nous allons commencer à enrôler les premiers patients dans l'essai. C'est le fruit d'une collaboration entre les tradithérapeutes et les professionnels de la médecine moderne. Ils mettent ainsi en avant leur capacité à interagir vis-à-vis des problèmes de l'heure. Les praticiens de la médecine moderne et les praticiens de la médecine traditionnelle se sont mis ensemble. Donc pour une fois, nous allons utiliser leurs recettes, nous allons évaluer selon nos procédés et après nous allons tirer les conclusions. Nous espérons qu'avec cet essai qui est une première, ceci pourra s'étendre à d'autres pathologies, notamment le diabète, l'hypertension qui constituent des problèmes de santé publique en Afrique. L'initiative répond à une question, celle de savoir si les phytomédicaments ou plantes traditionnelles qui au Togo permettent d'améliorer le pronostic vital des patients atteints du nouveau coronavirus. Il est aussi question de jauger leur performance à réduire le délai d'hospitalisation de ces malades. En bref, cette fois-ci, cette autre information, toujours en interactualité. L'Éthiopie a enregistré une croissance économique de 6,1% au cours de l'exercice budgétaire 2019-2020 qui s'est achevé le 8 juillet dernier. Ceci malgré la pression mondiale exercée par la pandémie de Covid-19. Le taux de croissance enregistré par le pays au cours de l'exercice est inférieur de 2,9 points par rapport à l'objectif initial que s'étaient fixé les autorités éthiopiennes avant le déclenchement de la crise sanitaire. Cependant, cette performance est bien au-delà des projections du Fonds monétaire international qui tablait sur un taux de 1,9% en 2020 sous l'effet de Covid-19. Ce sera tout, Madame, Monsieur, pour cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez ce journal en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.